La véritable histoire du racisme. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Xavier Makanta, un jeune passionné d'histoire et j'avoue que ça fait un petit moment que je vous ai délaissé, mais je repars sur mes contenus historiques de façon plus régulière. Si c'est la première vidéo que tu suis, je t'invite à t'abonner, à partager, à liker et on va tout de suite s'intéresser à la véritable histoire du racisme. Le racisme, c'est un mot qu'on entend tous les jours, dans les médias, sur les réseaux, dans le voisinage, dans les familles et parfois on l'utilise à tort et à travers. Mais si je te demande quand est-ce que ça a vraiment commencé, qui l'a inventé et pourquoi, tu ne sauras pas vraiment me donner une réponse. Alors que le sang rouge coule dans les veines de chaque être humain, l'humain reste cantonné à une couleur de peau et pense que peut-être que la personne blanche est supérieure, la personne noire est inférieure, la personne dite jaune mange que du riz et toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle le racisme. Donc le racisme n'a pas toujours existé sous ce nom. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains méprisaient souvent les étrangers, mais ce n'était pas du racisme, c'était plutôt du nationalisme, du tribalisme ou encore du culturalisme. C'est un peu ce que j'ai évoqué dans ma vidéo sur les Corses, lorsque je dis que les Corses en réalité ne sont pas racistes. Ce sont des personnes qui sont plutôt attachées à leur histoire, donc je dirais plutôt que ce sont des personnes, je dirais pas tribalistes parce que c'est pas une tribu, mais plutôt des nationalistes que des racistes. Et c'est souvent l'étiquette qu'on leur colle. On se moquait des langues, des coutumes, du mode de vie, mais pas directement de la couleur de peau. Le mot racisme lui-même, en réalité, est plutôt moderne. Il apparaît en français pour la première fois en 1902 et il entre dans le Larousse comme définition en 1932, soit 30 ans plus tard. Et la réalité du racisme, effectivement, elle commence bien avant l'apparition du mot. Les historiens s'accordent sur une période bien précise. Nous sommes au XVe siècle, l'Espagne la Reconquista. En 1492, l'année même où Christophe Colomb découvre l'Amérique. Les rois catholiques Ferdinand et Isabelle expulsent les Juifs d'Espagne. 300 000 personnes chassées de chez elles, mais avant l'expulsion, il y a eu une loi. Une loi qui va littéralement changer le cours de l'histoire. Cette loi s'intitule les statuts de la limpieza sangre, ou encore la pureté du sang. Nous sommes en 1449 à Tolède, en Espagne. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, on interdit à une personne d'exercer une fonction publique, non pas à cause de sa religion, mais à cause de son sang. Un juif converti au christianisme que l'on appelait conversos ne peut plus être juge, prêtre ou encore notaire. Même s'il est baptisé, même s'il croit, son sang le trahit. Le fait qu'il soit juif ne lui permet pas d'exercer des hautes fonctions. Et ce serait le premier exemple de racisme basé sur la biologie, pas sur une religion quelconque, mais bel et bien basé sur le sang de la personne. Bien évidemment, on ne peut pas parler de racisme sans parler de la traite négrière. J'ai fait quelques vidéos à ce sujet que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. L'esclavage en lui-même existe depuis des millénaires. En Mésopotamie, en Égypte, en Grèce, à Rome et en Afrique. Je suis d'ailleurs toujours en train de travailler sur l'ouvrage Atlas des traites humaines, dans lequel on voit que l'esclavage et le racisme n'a pas concerné uniquement les populations noires. Mais beaucoup de populations ont été soumises à l'esclavage. Cependant, il est vrai que l'esclavage atlantique est vraiment différent. Pour la première fois, l'esclavage est attaché à une couleur de peau. Être noir devient synonyme d'être esclave. Quand on regarde les chiffres d'abord, on compte entre 1500 et 1900 environ 12,5 millions d'Africains qui sont arrachés à leur continent et embarqués de force pour devenir des esclaves dans des pays européens. 2 millions meurent en mer dans la traversée du milieu, le moyen passage, l'enfer flottant. Les premiers à pratiquer cet esclavage envers les Noirs, ce sont les Portugais à partir de 1441. Antão Gonçalves ramène les premiers captifs africains sur le sol portugais. En 1452, le pape Nicolas V signe la bulle Dum Diversas. Elle autorise le Portugal à réduire en esclavage perpétuel les non-chrétiens. L'Église met donc son aval, son sceau sur le commerce humain. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Mais alors pourquoi le racisme? Pourquoi ne pas garder l'esclavage sans aucune idéologie? Parce qu'il fallait le justifier. Les Européens étaient majoritairement chrétiens et les évangiles ne cautionnent pas l'exploitation des êtres humains. Alors comment faire coexister la foi
et l'horreur. On invente une théorie. Cette théorie vient avec la soi-disant malédiction de Cham dans Genèse chapitre 9. On récupère le texte biblique, on tord le texte, on dit les Africains descendent de Cham, donc ils sont maudits, donc l'esclavage est voulu par Dieu. C'est du racisme théologique, de la manipulation religieuse au service de l'économie européenne. En 1676, en Virginie, la rébellion de Bacon éclate. Des esclaves noirs et des serviteurs blancs se soulèvent ensemble côte à côte contre les propriétaires. Les élites ont peur. Si les blancs, pauvres socialement, et les noirs esclaves s'unissent, c'est la fin. La réponse pour contrer cette rébellion, les lois raciales de Virginie. On accorde aux blancs pauvres de petits privilèges, un bout de terre, le droit de porter une arme, et surtout on leur dit « tu n'es pas esclave, parce que toi, tu es blanc ». Racisme comme outil politique pour diviser les pauvres. Dubois appellera ça en 1935 « salaire psychologique de la blanchité ». Au XIXe siècle, le racisme change complètement de costume. Il quitte la religion pour enfiler la science. En 1735, Carl von Linné, le père de la classification des espèces, publie son Systema Naturae. Il classe les humains en 4 variétés et à chaque groupe, il attribue des traits de caractère. L'Africain, selon lui, est paresseux, négligent, gouverné par l'impulsion. Ce n'est plus de la théologie, c'est présenté comme de la science. En 1853, Arthur de Gobineau écrit un essai sur l'inégalité des races humaines. Un livre en 4 volumes, il pose la thèse que les races sont inégales par nature. La race aryenne, la race blanche, serait donc la race supérieure. Ce livre va traverser l'Atlantique et atterrir en Allemagne chez un monsieur que l'on connaît bien aujourd'hui. Il va devenir l'une des bases idéologiques du nazisme. En 1859, Charles Darwin publie L'origine des espèces. Darwin parle des animaux, pas des hommes, mais ses disciples, les darwinistes sociaux, appliquent la sélection naturelle aux sociétés humaines. Invente en 1883 l'eugénisme, la science de l'amélioration de la race. Il faut favoriser la reproduction des bons et stériliser les mauvais. On va donc inspirer les lois aux États-Unis à partir de 1907. Et Hitler s'en servira directement dans Mein Kampf, Mon combat. Le racisme scientifique était enseigné dans les universités, publié dans des revues sérieuses, cru par les médecins, les juristes, les politiciens. La vérité scientifique d'aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de race humaine biologique. Les variations entre groupes existent, mais elles sont superficielles. Pas le cerveau, ni l'intelligence, ni la capacité ne divergent en fonction de la couleur de peau d'un être humain. Le racisme va donc devenir l'ambition de projets politiques de beaucoup de nations. La colonisation moderne va réellement débuter en 1884 lors de la conférence de Berlin. 14 nations européennes se réunissent autour d'une table en Europe sans un seul Africain dans la pièce. Ils découpent l'Afrique comme un gâteau. En 1900, 90% du continent africain est sous domination européenne, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Portugal, l'Allemagne et l'Italie. Et quelle est la justification officielle de cette conférence pour venir coloniser l'Afrique? C'est la mission civilisatrice des nations africaines. Les Européens viennent civiliser les peuples arriérés, leur apporter la modernité, l'éducation. Rudyard Kipling écrit en 1899 « The White Man's Burden ». Excusez-moi pour mon anglais. Le fardeau de l'homme blanc, sa mission divine de gouverner les autres. La réalité sur le terrain est tout autre. Au Congo belge sous Léopold II, entre 1885 et 1908, on compte entre 5 et 10 millions de Congolais qui meurent, massacres, famine, travaux forcés et surtout mutilation des membres. On coupe les mains des travailleurs qui ne récoltent pas assez de caoutchouc. En Namibie, de 1904 à 1908, les Allemands perpètrent le génocide des Héréros. 80% de la population est exterminée. Le premier génocide du XXe siècle qui va précéder la Shoah. Pendant ce temps, en France, en 1931, il y a des expositions coloniales internationales, 33 millions de visiteurs en 6 mois, des hommes et des femmes venus d'Afrique, d'Asie, des Antilles, exposés comme dans un zoo humain. Et j'ai aussi abordé ce sujet sur la chaîne, tu pourras regarder, je mets le lien de la vidéo juste là. Des êtres humains présentés comme une simple attraction touristique. Le XXe siècle va donc porter le racisme à son paroxysme. En 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Il s'appuie sur Gobineau, sur des darwinistes sociaux, sur l'eugénisme américain,
Et en 1935, il y aura les lois de Nuremberg qui seront votées. Ces lois retirent la citoyenneté aux juifs, ils sont définis biologiquement par le sang et non par la religion. De 1941 à 1945, il y aura donc la Shoah et 6 millions de juifs exterminés. La logique du racisme scientifique poussée jusqu'à son terme ultime. Aux États-Unis, le racisme est légal jusqu'en 1965. Les lois Jim Crow séparent tout, les écoles, les restaurants, les hôpitaux, les bus. En 1954, la Cour suprême déclare la ségrégation scolaire institutionnelle. En 1955, Rosa Parks refuse de céder sa place dans le bus à un homme blanc. À Montgomery, elle est arrêtée, un boycott de 381 jours s'ensuit. En 1963, Martin Luther King prononce son discours « I have a dream ». Plus de 250 000 personnes à Washington, 1964, Civil Rights Act, fin légale de la ségrégation, et enfin 1965, Voting Rights Act, le droit de vote garanti aux Noirs américains. Il aura fallu 500 ans après les premiers statuts de pureté du sang pour que les lois disent enfin « tous les hommes sont égaux ». Les lois racistes ont disparu, et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Cependant, le racisme, lui, est toujours présent dans nos sociétés. Le CV anonyme a été testé dans les années 2000. Résultat, à compétence égale, un candidat au nom à consonance africaine a 3 fois moins de chances d'être convoqué pour un entretien d'embauche. Aux États-Unis, les Noirs américains sont surreprésentés dans les prisons, sous-représentés dans les conseils d'administration et ont une espérance de vie inférieure de 4 ans en moyenne. Et sans compter les différentes violences policières et bavures exercées sur les personnes noires, comme l'exemple de George Floyd en 2020 qui a créé un véritable vacarme dans la population afro-américaine. Ce n'est plus du racisme légal, mais il y a toujours des inégalités présentes dans nos sociétés. Et c'est exactement pour cela que connaître l'histoire est vraiment essentiel. Pour ne pas confondre cause et symptômes, pour ne pas répéter, et surtout pour comprendre d'où viennent les fractures d'aujourd'hui. Voilà la vraie histoire du racisme résumée en quelques minutes. Bien évidemment, l'objectif ici, ce n'est pas de se plaindre et de dire que voilà, les Noirs ont plus souffert que d'autres, parce que je suis convaincu que les êtres humains, à toute échelle, de toute origine, ont connu un moment dans l'histoire où ils ont souffert. Mais il est vrai, et particulièrement vrai, que la race noire a été longtemps stigmatisée, généralisée, exposée dans des os humains, et cela pendant très longtemps, sans vraiment savoir pourquoi. Mon message est de dire que l'être humain a du sang rouge qui coule dans ses veines, et tous ensemble, nous sommes des humains, alors vaut mieux s'unir, parler ensemble, discuter, déjeuner et mettre de côté les origines quelconques, parce qu'au contraire, je suis pour l'union et je suis convaincu que la pluralité culturelle est une richesse pour notre société.